Il est intéressant de noter combien les technologies d'Internet et du web sont anciennes. TCP et IP ont une quarantaine d'années, HTTP, HTML et les URL ont 25 ans. Ces technologies ont bien entendu évolué au cours de ces décennies, mais alors qu'Internet et le web sont des lieux où l'innovation est galopante, plus rapide que dans n'importe quel autre domaine, la durée de vie de ces technologies peut sembler paradoxale. La clé de ce paradoxe se trouve dans le fait que ces technologies sont suffisamment généralistes pour ouvrir le champ des possibles. TCP et IP, qui fondent Internet, offrent une abstraction robuste de la communication entre machines. Elles fournissent un socle sur lequel d'autres technologies, telles que celles du web, ont pu se construire. Il en va de même pour ces technologies fondamentales du web, les URL, le protocole HTTP et le langage HTML. Leur puissance est d'avoir ouvert des espaces dans lesquels de nouvelles technologies, répondant à de nouveaux usages, ont pu être créées. Les innovations majeures sur Internet et le web ne sont pas dues au remplacement d'une génération de technologies devenues obsolètes par une nouvelle. Elles découlent plutôt du fait que chaque génération construit un nouvel environnement, fait naître de nouveaux besoins, offre de nouvelles possibilités qui rendront possible la génération suivante. Dans ce diaporama, nous allons nous pencher sur deux évolutions du web qui ont reçu, entre autres dénominations, les noms de Web 2.0 et Web 3.0. La notion de Web 2.0 est apparue au début des années 2000. Elle recouvre un ensemble de nouveaux usages apparus à cette période, rendus possibles notamment par la maturation de technologies venues compléter celles conçues à la naissance du web et qui ont permis une plus grande interactivité des pages web. Alors que les pages web en HTML pur du web 1.0 étaient statiques et plaçaient l'utilisateur qui les consultait en position de simple lecteur, les technologies du web 2.0 ont permis de rendre les utilisateurs acteurs du web. C'est pourquoi on emploie aussi le nom de web social. Les utilisateurs peuvent publier ou commenter un billet de blog, déposer des images sur Flickr ou Instagram, envoyer un tweet ou modifier leur statut sur Facebook. Une partie de ces technologies œuvre sur les serveurs web, une autre sur les clients, sur les navigateurs. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur les secondes et en particulier sur CSS et JavaScript. CSS pour Cascading Style Sheets, ou en français feuille de style en cascade, est un langage informatique permettant de décrire l'apparence que doit revêtir un document HTML. Alors que HTML permet de décrire la structure d'un document, d'indiquer par exemple qu'il est constitué d'un titre, d'une image et de deux sections ayant également leur titre, les feuilles de style CSS permettent de spécifier le rendu visuel, la taille et la police des caractères, les couleurs des différents éléments, ou encore leur position respective. Un des intérêts de séparer le contenu du document de sa présentation grâce à des feuilles de style CSS est que des documents HTML différents auxquels est appliquée une même feuille de style partageront une cohérence visuelle. Un autre est qu'un même document peut avoir des aspects différents lorsqu'on lui applique des feuilles de style différentes. Cela est fondamental pour le web d'aujourd'hui, où un même document peut être consulté sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone, donc sur des écrans de taille très variable. CSS permet de concevoir des pages web dont la présentation s'adapte au mieux aux contraintes de ces différents écrans. On appelle cette démarche le design adaptatif ou en anglais responsive design. Le principe des CSS est relativement simple. Il s'agit d'associer à chaque élément du document HTML, à chaque balise, des propriétés décrivant la présentation qui doit être la sienne. Ces propriétés peuvent être indiquées dans le document HTML, soit au niveau de chaque élément, soit de manière centralisée grâce à une balise dédiée, ou alors dans un ou même plusieurs autres fichiers auxquels le fichier HTML fait référence. Ces manières de faire ne sont pas exclusives, et les propriétés ainsi attribuées à un élément donné peuvent donc provenir de plusieurs feuilles de style appliquées successivement, on dit en cascade. JavaScript est une technologie centrale du web d'aujourd'hui.
C'est un langage de programmation compris par les navigateurs. Il permet de manipuler les éléments d'une page web, de rendre ces pages dynamiques et à l'utilisateur d'interagir avec elles. Prenons un exemple, celui d'un formulaire d'inscription à un service en ligne. Ce formulaire demande un identifiant, un mot de passe et la confirmation du mot de passe. Un bouton permet d'envoyer ces informations au serveur web. La confirmation du mot de passe permet de s'assurer que l'utilisateur n'a pas commis de faute de frappe en saisissant son mot de passe. Avant de créer le compte, il faut donc s'assurer que le mot de passe et sa confirmation sont identiques. Avec les technologies du Web 1.0, la manière de faire est la suivante. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton après avoir saisi ces informations, son navigateur envoie une requête au serveur contenant les informations en question. Le serveur compare le mot de passe et sa confirmation, et s'ils sont identiques, stocke l'identifiant et le mot de passe pour que l'utilisateur puisse se connecter dans le futur, et renvoie une page confirmant que tout s'est bien déroulé. Si au contraire, le mot de passe et sa confirmation diffèrent, le serveur renvoie une page invitant l'utilisateur à recommencer. JavaScript permet d'aborder les choses d'une toute autre manière. Parce que c'est un langage de programmation utilisable par le navigateur, la vérification de la conformité entre le mot de passe et sa confirmation peut se faire sur le client, sur le navigateur, et non sur le serveur. La vérification se fait en temps réel, au fur et à mesure que l'utilisateur tape la confirmation de son mot de passe. Dès que les deux diffèrent, le navigateur affiche un message pour informer l'utilisateur de cette différence. Le navigateur modifie la page web qui lui avait été envoyée par le serveur. Une fois que les deux mots de passe sont identiques, le navigateur modifie une nouvelle fois la page web, d'une part pour changer le message et avertir l'utilisateur, et d'autre part pour rendre cliquable le bouton qui jusqu'alors ne l'était pas. L'utilisateur peut alors cliquer. Il suffit donc d'envoyer au serveur une requête contenant que l'identifiant et le mot de passe. Ce mécanisme est très simple. Chaque nouveau caractère que l'utilisateur tape dans la zone de confirmation du mot de passe déclenche un petit programme en JavaScript qui compare le contenu de la zone de mot de passe et celui de la zone de confirmation et qui modifie la page web en conséquence. C'est pourtant là que réside la puissance de JavaScript. Premièrement, pouvoir réagir aux actions de l'utilisateur sur la page web et deuxièmement, pouvoir consulter et modifier le contenu de celle-ci. Il y a un troisième aspect fondamental de JavaScript qui n'est pas illustré dans notre simple exemple. Un programme en JavaScript est capable, sans interrompre l'interaction en cours, d'interroger un serveur web, d'en recevoir des données et d'agir en conséquence, par exemple en modifiant la page web. C'est ce qui se passe lorsque l'on commence à taper quelques caractères dans la barre de recherche d'un moteur de recherche et que des suggestions de recherche nous sont alors proposées. Ce qui se passe alors est que la frappe des premiers caractères déclenche un programme JavaScript qui va envoyer des requêtes HTTP au serveur pour lui demander quelles sont les recherches les plus fréquentes, cohérentes avec ce que l'utilisateur a déjà tapé. À la réponse du serveur, le programme en JavaScript modifie la page web pour afficher ces suggestions. Les possibilités offertes par JavaScript bouleversent le web en profondeur. Le web originel était un web documentaire qui mettait en réseau des documents, des pages web. Avec JavaScript, ces pages web deviennent des applications. Les services de traitement de texte en ligne, du type de Google Docs, sont un exemple flagrant de cette évolution. Clairement, ce ne sont plus des documents, mais des logiciels pour produire des documents. Encore une fois, il est important de noter que cette évolution fondamentale du web ne s'est pas faite par un remplacement de technologie. Les URL, HTTP et HTML continuent à jouer le rôle qui leur est dévolu et continuent à être au fondement même du web. Leur force est de laisser d'autres technologies complémentaires se développer à leur côté pour proposer de nouveaux usages du web. Tournons-nous à présent vers une autre évolution du web dans une direction tout à fait différente que celle que nous venons d'explorer, le web de données. Le web est un extraordinaire réservoir de connaissances. C'est une technologie qui a permis de mettre sous forme numérique
est de lier entre elles, avec des hyperliens, une partie importante des connaissances de l'humanité. Ces connaissances sont dans des formats destinés aux humains, des textes, des vidéos, des images, etc. Bien que numériques, ces connaissances ne sont pas accessibles aux ordinateurs qui ne savent pas interpréter ces textes, vidéos, images. Certes, les moteurs de recherche, par exemple, parviennent à dériver du texte des pages web une forme de compréhension suffisante pour répondre à nos recherches. Mais in fine, ces documents et les connaissances qu'ils contiennent sont consultés et assimilés par nous, humains. Pourtant, pouvoir automatiser l'exploitation de ces connaissances par des ordinateurs ouvrirait un nouvel univers d'applications. C'est de cette idée que découle le web de données. Le web de données vise à mettre en réseau non plus des documents contenant des connaissances et destinés aux humains, mais des éléments de connaissances structurés de manière à être interprétables par les ordinateurs. Pour désigner le web de données, on rencontre également les termes de web sémantique, web 3.0 ou données liées. Si tous ces termes ne sont pas de parfaits synonymes, ils sont très proches les uns des autres. Les technologies du web de données ne sont pas exactement les mêmes que celles du web documentaire. Dans le web de données, HTML est pour ainsi dire absent, ce qui n'est pas surprenant étant donné que cette technologie vise à représenter des documents. HTTP, lui, prend un rôle secondaire. En revanche, les URL sont au cœur du web de données. Techniquement, ce ne sont pas les URL qui sont employés, mais des URI, pour Uniform Resource Identifiers. Une technologie très proche, mais cette distinction dépasse le cadre de cette vidéo. Nous emploierons donc abusivement le terme d'URL. Aux côtés des URL, une autre technologie fonde le web de données, RDF, pour Resource Description Framework. Tâchons de comprendre pourquoi et comment. Sur le web, les liens hypertextes relient les documents identifiés par leurs URL. Dans le web de données, des ressources identifiées par des URL sont reliées par des propriétés. Prenons un exemple. C'est Léonard de Vinci qui a peint la Joconde. Cette affirmation met en relation deux entités, Léonard de Vinci et la Joconde, en indiquant que la première a peint la seconde. Ces deux entités sont ce qu'on appelle des ressources, mais nous ne définirons pas plus ce concept dans le cadre de cette vidéo. La relation a peint est une propriété qui relie ces deux ressources, celle sur laquelle porte la propriété, c'est-à-dire celui qui a peint, et celle indiquant la valeur de la propriété, c'est-à-dire la chose peinte. Ici, la ressource Léonard de Vinci a la propriété d'avoir peint la ressource Joconde. On peut formaliser graphiquement cette assertion. Pour élaborer un peu notre exemple, nous pouvons considérer l'affirmation suivante. Léonard de Vinci est mort à Amboise. En la représentant graphiquement, de la même manière, on voit comment un réseau commence à se dessiner. De manière équivalente, ce réseau peut être défini en listant les propriétés, les ressources sur lesquelles elles portent et les valeurs qu'elles prennent. Chaque élément de cette liste est ce qu'on appelle un triplet. Ces triplets sont les éléments constituants du web de données. Ce sont ces formalisations de connaissances qui vont pouvoir être interprétées par les machines. Et c'est ce que permet de faire la technologie RDF, d'exprimer ces ensembles de triplets. Pour être tout à fait précis, dans un triplet RDF, il faut que les trois éléments soient identifiés par des URL. Ce sont ces URL qui permettent à la machine de saisir, si on peut s'exprimer ainsi, ce que signifie la propriété, ce sur quoi elle porte et quelle est sa valeur. La Joconde peut par exemple être identifiée par une URL au musée du Louvre et Amboise par l'URL de la commune. Ce ne sont que des exemples et d'autres auraient pu être trouvés. Ainsi, Léonard peut avoir dans un cas une URL également au Louvre et dans un autre une URL sur le site de la commune d'Amboise. Trouver une URL pour les propriétés a peint ou est mort à
est une question qui peut en revanche sembler déroutante au premier abord. Mais parce que dans le web de données, on a besoin de définir de telles relations et d'URL pour les désigner, des vocabulaires, on dit aussi des ontologies, ont été définis à cette fin. Par exemple, le W3C, le World Wide Web Consortium, l'organisme qui normalise les technologies du web, a proposé un vocabulaire pour décrire les personnes. Ce vocabulaire définit le fait qu'une personne a un nom, un prénom, une date de naissance, etc. À toutes ces propriétés d'une personne, le W3C donne une URL. De la même manière, on dispose de vocabulaire permettant d'exprimer que Léonard de Vinci est l'auteur de la Joconde. Le premier réseau est celui de Léonard de Vinci, comme le montrent les URL utilisées. Le deuxième, celui du Léonard de Vinci de la ville d'Amboise, où il a passé la fin de sa vie et où il est enterré. En utilisant là encore un vocabulaire proposé par le W3C, OWL, All, pour Web Ontology Language, nous pouvons rajouter une propriété, same as, qui affirme que les deux Léonards renvoient à la même réalité du monde, qu'il ne s'agit pas de deux personnes différentes. C'est de ce type d'ajout que vient un autre nom du Web 3.0, le Web des données liées. Ce sont ces liens qui donnent sa force à cette facette du web. Les connaissances éparses sur une réalité du monde sont reliées et nous fournissent une vision plus complète de cette réalité. Dans le cas présent, le versant peintre de Léonard de Vinci et le versant ingénieur. Le Clos Lucé à Amboise expose les maquettes et les machines construites par Léonard de Vinci. Dans cette vidéo, nous avons vu que le web est en constant développement, dans des directions variées. Ces développements sont conduits par l'apparition de nouvelles technologies qui s'appuient sur les technologies existantes pour venir les compléter. Rien ne peut nous laisser penser que ce mouvement va s'arrêter dans un avenir proche. Au contraire, tout pousse à croire que le web va continuer à se construire en élargissant sans cesse ses usages possibles. Ces prochaines évolutions sont à chercher dans la diversification des dispositifs qui nous relient à lui. Avant-hier, les ordinateurs, hier le téléphone, aujourd'hui montre et demain tous les objets de notre quotidien. Les frontières entre le monde réel et celui que nous avions pris l'habitude d'appeler le virtuel s'estompent. Le web à venir est sans aucun doute radicalement différent de celui que nous connaissons. Pour autant, les technologies qui sous-tendent aujourd'hui pourraient bien être toujours là demain.